Alors, si j'ai choisi les métiers de l'IT et plus précisément le développement, c'est parce que je considère qu'aujourd'hui la force motrice dans ces métiers, c'est l'innovation. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup la création depuis mon enfance jusqu'à maintenant, et je pense que c'est cette capacité créatrice qui permet à des entreprises comme Facebook ou Google d'être ce qu'elles sont actuellement. Déjà en sortant de prépa, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je sortais de prépa, on avait fait concrètement que des maths et un peu de physique et surtout des maths. En arrivant à Polytechnique, je savais encore moins ce que je voulais faire parce qu'on peut faire de tout, tout a l'air intéressant et quand on est un peu curieux, on a plein de profs passionnants qui nous proposent d'apprendre plein de choses. Donc heureusement là c'est les stages qui m'ont guidé, j'ai fait par approximation, j'ai essayé des voies et je m'y suis pas du tout plu, donc je me suis dit tiens on va faire autre chose. Et c'est vraiment qu'en troisième année et surtout même en dernière année en application à télécom que je me suis vraiment lancé dans l'informatique. L'informatique c'est bien parce qu'il suffit d'un ordinateur, on n'a pas besoin de moyens, on n'a pas besoin, enfin toutes les connaissances dont on aurait besoin, on peut les acquérir tout seul. J'ai appris à coder tout seul sur internet pour un projet pour lequel on pensait développer un logiciel. Donc c'est comme ça que je me suis dit tiens on va essayer d'apprendre, voir comment ça marche. Et après, à partir du moment où on a internet, qu'on a toutes ces informations et qu'on sait la trier, qu'on sait l'organiser et qu'on sait avoir un petit peu de recul sur les informations qu'on trouve, on peut tout apprendre quasiment tout seul. Et on peut créer très facilement. Et ça c'est ce qui m'a plu, parce qu'avant je voulais partir un peu plus dans l'électronique, et là si on veut créer quelque chose, il nous faut des moyens, il nous faut du matériel. Alors que dans l'informatique, on a vraiment l'impression que dans n'importe où, avec un ordinateur, on est capable de créer un truc qui vraiment peut devenir énorme, comme Facebook par exemple. Alors le plaisir dans le travail pour moi est vraiment un des critères de choix, il faut que intellectuellement ça soit challenging, et il faut qu'on s'y plaise, il faut qu'on ait l'impression de faire quelque chose de nouveau, de tous les jours découvrir quelque chose de nouveau et partir en se disant tiens j'ai appris quelque chose aujourd'hui, ça c'était intéressant, je suis un peu moins con ce soir, ça me servira un jour, et que continuellement on ait toujours l'impression qu'il nous reste des choses à apprendre. Je suis entrepreneur principalement parce que j'ai envie de prendre du plaisir dans ce que je fais et que je trouvais justement très épanouissant de me lancer dans une activité entrepreneuriale. Enfin, le plaisir que je prends dans la création de cette entreprise vient aussi de domaines que j'ai choisis pour me lancer, l'informatique, les systèmes d'information de manière générale. Ce que j'apprécie beaucoup dans le travail, c'est apporter des choses aux gens, leur apporter des conseils, leur apporter des solutions pour répondre à leurs besoins. Il y a quelque chose qui est important et qui est aussi caractéristique de la génération Y, c'est le rapport de force. Ce que les Américains en fait, appellent en sciences de l'influence le price, donc le prix. Dans une relation, que ce soit dans un couple ou entre un recruteur et un salarié, il y a toujours quelqu'un qui est le prix en fait. Et usuellement, ça a été l'entreprise le prix. Donc les salariés se battaient et défilaient devant des recruteurs pour devenir membre de l'entreprise. Et étaient toujours un peu menacés lors de leur travail par un éventuel licenciement. Ils se disaient toujours voilà, il faut que je travaille aujourd'hui, il faut que je sois à la hauteur, parce que l'entreprise a le prix, je dois lui plaire et c'est elle qui me nourrit. Je pense que le jeune aujourd'hui est un peu plus indépendant, autonome et a envie de devenir le prix lui-même. Et donc se dire si l'entreprise ne me satisfait plus, si elle ne satisfait plus mon besoin d'évolution, de reconnaissance sociale, dans ce cas-là, je la quitte. Donc l'idée c'est vraiment que le prix n'est plus l'entreprise, mais le salarié. Pour parler un peu des DSI, ce qui est un peu douloureux pour certains aujourd'hui, c'est que l'informatique étant très très corrélée en fait, à l'actualité informatique et à l'innovation et à ce qui bouge sur la sphère en fait, de l'informatique, il est vraiment vital en fait, de se maintenir au courant, de grandir et de vivre vraiment dans le milieu, en fait, de comprendre ce qui se passe, de suivre les évolutions, d'être au fait des nouvelles technologies, des penseurs. Et les gens qui ont été formés en fait, hors de l'internet, qui ont grandi hors de l'internet à l'époque où ça n'existait pas, et qui s'appuient en fait, sur leurs compétences et sur des technologies qui ont fait leurs preuves, qui sont très, très connues et très réputées, aujourd'hui sont un peu en péril en fait, parce que ils ne maîtrisent pas forcément les technologies de demain et comme tout système nerveux vieillit et puis devient rigide comme une personne âgée, ce type de profil en fait condamne un peu l'entreprise à mourir, c'est assez triste à dire. Et donc il est important de savoir être agile, de maintenir l'entreprise en état de bonnes conditions physiques
et de la rendre capable d'avoir des bons réflexes en fait, relativement aux évolutions de son environnement. Pour moi, ce qui a changé principalement depuis quelques décennies, c'est que ce qui est important, c'est pas la connaissance, c'est l'imagination, c'est être capable de créer de nouvelles choses. La connaissance, on peut l'acquérir. C'est ça qui a beaucoup changé avec Internet, c'est qu'on a tout à disposition. À partir du moment où on est capable d'avoir un peu de recul sur les informations qu'on nous donne, de savoir juger nous-mêmes si elles nous sont intéressantes ou non, si elles sont vraies ou fausses, on est capable d'acquérir n'importe quelle connaissance grâce à Internet. Le second problème par contre, c'est que, en tout cas moi j'ai l'impression qu'on est dans une génération où on n'a jamais de temps pour nous. On n'a jamais de temps, il y a trop de choses à faire. Avec Internet, on a beaucoup trop d'informations qui arrivent d'un coup, on n'a pas le temps de les classer, on n'a pas le temps de faire tout ce qui nous plairait, on n'a pas le temps de pouvoir s'intéresser à tout ce qui pourtant nous intéresse. Et ça va être ça le grand défi du futur, c'est d'être capable de gérer toutes ces informations, de sélectionner les informations utiles dans cette masse, dans ce flot d'informations. Et c'est quelque chose qui, après, au niveau entreprise, est quelque chose qui est aussi beaucoup recherché. Le big data, le data mining, tout ça, c'est être capable d'extraire l'information utile dans quelque chose de gigantesque. Et c'est quelque chose qu'on va avoir vraiment au quotidien. Et les gens encore plus jeunes que nous qui vont grandir là-dedans, grandissent entourés d'informations comme ça sans savoir où trouver la bonne information. La chose la plus importante que j'ai appris à Centrale, en fait, c'est que dans la vie, il n'y a pas d'excuses, mais il n'y a que des priorités. Et ces priorités, il faut vraiment les assumer. Donc il faut savoir en fait pourquoi on travaille, et à partir de là, assumer en fait les priorités que l'on fait. C'est dur de définir l'équilibre vie professionnelle, vie privée, quand on n'est pas au moment où on est en train de se battre avec et de se dire que ça va pas. C'est tant que ça va et que tout va bien, on n'arrive pas à se dire « Ah, il faudra que je réussisse à me battre là-dessus, ça va peut-être être compliqué ». C'est vraiment une fois qu'on est dedans qu'à mon avis, il faut savoir faire les bonnes décisions pour gérer cet équilibre. Mais avant, on est jeune, on a l'impression que tout est possible et que de toute façon, on va juste faire ce qui nous plaît, ce qui nous éclate et que tout marchera. Le monde est à nous. Deux écrans, un PC et un smartphone. Un PC fixe, deux laptops, une tablette, un smartphone et quelques consoles. Un PC portable, un netbook qui marche plus depuis un mois, deux smartphones qui ne marchent plus, un smartphone pas forcément smart et un téléphone que j'utilise pour sortir sans risque. Alors 3 écrans, un smartphone, une tablette, un PC. En termes de moyens de communication, je pense que Facebook permet d'avoir accès à quasiment tout le monde, mais pas tout le monde. À mon avis, aujourd'hui, on est très multiplateforme. Il y a au moins 3 grands écosystèmes et beaucoup d'autres plus petits. Il n'y a pas une forme de communication centralisée à mon sens. Il y a Facebook qui gère 80% des utilisateurs, enfin des personnes à qui on peut vouloir parler. Mais loi de Pareto, il reste les 20% qui traînent, qui nécessitent plus d'efforts. Donc nous avons Skype, Gmail, etc. Donc Facebook couvre la majorité des besoins, mais ensuite il y a des plateformes de chat qui sont nécessaires à avoir le petit 20% qui reste. Pour moi, Facebook c'est perso. Et justement, au début, Facebook est arrivé en proposant une plateforme sociale sans but défini, qui était censée être universelle. Et ça, la vision universelle, pour moi, ça marche pas. Et c'est pour ça que derrière d'autres réseaux sociaux plus spécialisés ont réussi à marcher, LinkedIn. Et pour moi, justement, ce qui est professionnel sur un réseau social, c'est LinkedIn. C'est là qu'on se vend, c'est là qu'on peut mettre l'expérience uniquement professionnelle et donner un côté sérieux. Pour moi, Facebook est plutôt quelque chose de personnel, où on garde contact avec les amis. Mais si on veut utiliser un réseau social pour le travail, pour moi, des choses comme LinkedIn ou Viadeo sont beaucoup plus adaptées. Quand on sait configurer Facebook, on peut plus ou moins se cacher. On sait que de toute façon, les informations qu'ils ont récoltées au début, ils les ont gardées et potentiellement ils peuvent les utiliser. On a quand même tous agree pour tout leur donner. C'est gratuit, donc on savait très bien que le produit c'était nous. Mais depuis qu'on s'est rendu compte de ça et que notre génération sait quand même utiliser ces outils et sait les configurer, on est capable de garder sur Facebook seulement ce qui est personnel et que ça ne transparaisse pas trop sur notre image sur Internet, à mon avis. On s'efforce en fait un peu naturellement de tirer profit des réseaux sociaux et de toute notre façade privée pour un peu se vendre dans le monde professionnel. C'est l'intérêt aussi en fait, un peu de Facebook, c'est qu'on peut communiquer en fait, aux gens qui sont là pour recruter. On a des amis, on a fait des études, on a des centres d'intérêt qui peuvent être intéressants. Donc là-dessus, il y a tout un travail un peu voilà,
diplomatie et d'apparence qui est assez intéressant et qui, je pense, qui demande à être travaillé. Maintenant, c'est vrai que l'utilisation qui est faite de Facebook par les recruteurs n'est pas encore très claire. Même du côté Facebook, on ne sait pas forcément très bien ce qui se fait, ce qui est vendu, ce qui est accessible par les API. Donc c'est quelque chose dont il faut se méfier, dont les gens ne se méfient pas assez, ça c'est sûr. Mais voilà, qui risque de créer de nombreuses crises à l'avenir. Les réseaux professionnels LinkedIn ou Twitter, LinkedIn permet effectivement de se vendre, donc de se vendre quand on est salarié, de trouver des profils intéressants quand on est recruteur, de vendre aussi son entreprise à travers les différentes expériences qu'on pourrait avoir. Twitter, c'est un très très bon moyen pour récupérer de l'information précise, détaillée, assez variée et cibler vraiment l'information qu'on souhaite avoir. Et ça permet finalement de suivre les évolutions du marché, de suivre les dernières innovations. Le réseau d'école est sûrement pas voué à mourir tout de suite parce qu'en école on vit des choses uniques, ça crée des liens assez uniques. Allez contacter quelqu'un de son école qui a vécu la même expérience que vous, qui sait dans quel état vous vous retrouvez à la sortie de l'école, à chercher un travail, à ne pas savoir ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire. C'est beaucoup plus facile de communiquer. Moi je sais que ça a été mon premier réflexe pour chercher un stage. Pour les différentes entreprises qui m'intéressaient, ça a été d'aller sur le réseau de Polytechnique, chercher des polytechniciens relativement récents qui étaient dans ces boîtes et leur envoyer un mail pour leur dire comment ça se passe, est-ce que c'est bien, ça vous plaît, à quoi ressemble le quotidien. Le réseau centralien ou le réseau d'école permet de partager des choses qu'on ne peut pas partager sur Facebook parce qu'on se connaît juste par Facebook. Se connaître par centrale, c'est vraiment partager des choses, partager des expériences, partager une école et finalement avoir un passé commun et la relation est complètement différente. Et je pense qu'on peut créer des partenariats beaucoup plus intéressants et facilement via les réseaux d'école. Même en étant ancien élève, c'est agréable d'être contacté, de pouvoir demander qu'est-ce qui se passe sur le campus, est-ce que tel endroit ça a changé, je me souviens de tel moment à tel endroit. Ça crée un peu de nostalgie et je pense que plus le temps passe, plus on est content de revenir à cette nostalgie. L'école centrale est, je pense, une école qui a une grande ouverture sur le monde de l'entreprise et sur l'international, mais sur le monde de l'entreprise en particulier, on a la chance de pouvoir participer, de pouvoir faire une césure, de faire 2 fois 6 mois de stage pendant notre cursus. On est en perpétuelle interaction avec des consultants, des salariés d'entreprises diverses et variées. Nos cours, entre autres, j'ai eu un cours sur l'ERP qui a été fait par un grand cabinet de conseil, justement intégrateur de SAP. Enfin, on est vraiment en contact du monde de l'entreprise dès notre 2e et 3e année en particulier. Et on nous prépare très bien au monde de l'entreprise et depuis quelques années aussi au monde de l'entrepreneuriat. Et j'avais aussi fait un cours de création de start-up qui était très intéressant. C'est grâce à ça que j'ai commencé à coder parce que pour ce projet, on s'était dit tiens, ça serait bien de le développer ce logiciel. Et je m'étais attelé à la tâche. Et depuis, ils en ont fait vraiment une voie d'études spécialisée où on peut choisir de se lancer dans cette spécialisation entrepreneuriat qui est assez vaste, où on a énormément de contacts avec des gens qui potentiellement viendraient investir chez nous, des choses comme ça. On avait passé à la fin du projet qui durait 3 mois, on avait passé des entretiens devant de vrais business angels et tout, et qui nous disaient honnêtement ce qu'ils pensaient de l'idée et si ils seraient prêts à investir pour de vrai dedans. Il y a une volonté aussi de nous accompagner en fait, de nous former, de nous mettre un peu en ligne avec ce que veut le marché, avec ce que voudra le marché plus tard. Et ça en fait ça se concrétise tout simplement dans des cours par exemple donnés par des entreprises ou dans des formations en sciences plus douces de l'entreprise comme la négociation, la conduite du changement, la gestion de conflits par des cabinets de conseil qui sont très proches du marché. Et ça, c'est vrai que c'est une des forces de l'école centrale et de toutes les écoles qui proposent ce genre de cours, c'est qu'on prend la température du marché professionnel bien avant d'y être, on peut s'y préparer, et en fait on anticipe beaucoup des futurs conflits ou des futurs obstacles qui se mettront sur notre chemin. Mais après, je ne dirais pas forcément qu'on est mieux préparé que dans d'autres formations. Par le cursus que j'ai à l'EPITA, nous avons des cours de gestion de projet où on nous donne une semaine, un sujet
des équipes et créer un planning, adapter notre façon de penser à l'objectif qui nous a été donné la veille au soir. Et comme ça, pouvoir justement aborder des changements qui sont le lot quotidien du SI aujourd'hui. Je cherche cette possibilité d'avoir des initiatives dans les outils qui sont développés par l'entreprise où je serai, c'est-à-dire pouvoir avoir moi-même une importance dans les choix pris, les idées de design en termes fonctionnels. Alors je ne cache pas que l'Australie m'a vraiment séduit parce que il y a assez peu de villes dans le monde voilà, on trouve autant de boulot, où la crise est aussi peu perceptible, où on peut aller prendre un barbecue à 17 h après le travail. Donc ça vraiment c'est quelque chose qui m'a plu, qui matche pas mal mes origines bretonnes. Maintenant je me vois mal y repartir tout de suite parce que je pense que c'est important de bien se construire, de trouver une petite expertise voilà, dans un métier où on est à l'aise et donc où a priori on parle français. Mais d'ici 3 à 4 ans, j'aimerais bien y retourner et puis un peu m'y développer et puis rester pourquoi pas 10 à 20 ans.